pourquoi la population en général qui vous a élu ne ressent pas l'impact des lois votées directement? Nous avons reçu plusieurs personnalités qui ont dit que les lois qui sont votées finalement à l'Assemblée nationale ne sont des lois qui ne répondent pas directement aux attentes de la population. Maintenant, lorsque la population vous parle du fait qu'elle ne sente pas l'impact des propositions de loi, du contrôle parlementaire sur leur vie, je peux le comprendre, mais aussi je peux relativiser en disant qu'elles ont la mauvaise lecture. À un moment, vous avez eu des problèmes avec la justice. Il s'agissait de quoi exactement? Oh, c'était une accusation mensongère. Mensongère? Bien sûr. La justice ne peut pas quand même inventer. La présomption d'innocence existe et donc j'ai suivi mon procès. Et il a été établi dans l'arrêt qui a été rendu que j'étais totalement innocent. Puisque vous en parlez, quel est votre regard sur la situation finalement aujourd'hui de Jean-Marc Abound qui est en prison? Je suis peiné de le voir en prison. En tout cas, ce n'était pas mon souhait. Après, bon, je ne vais pas commenter. Je trouve quand même que la sanction était anormalement sévère parce que c'est un crime de parole. Mais pourquoi le président Bemba lui-même ne s'est pas proposé en tant que candidat président de la République? Je pense que c'est ce que tout le monde attendait finalement. Vous savez, l'ambition d'être candidat président de la République, c'est une ambition personnelle. Il n'a fait pas l'ambition de le faire en 2023. Le MLC réuni en congrès ne pouvait pas non plus désigner un autre candidat? J'étais à ce congrès, les représentants n'ont pas pris cette option. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas le forcer d'être candidat s'il ne veut pas l'être. Mesdames et messieurs, je suis heureuse, comme à l'accoutumée, de vous retrouver dans votre nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Vous le savez déjà, au cours de cette émission, nous vous faisons découvrir les parlementaires, les députés nationaux, les députés provinciaux, les sénateurs, avec leur travail au sein du Parlement, de l'Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées provinciales. C'est notre devoir et nous nous sommes donnés de vous faire découvrir également les leaders d'opinion et tous ceux qui pensent que la RDC a besoin de leur expertise et de leur apport. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le siège. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous un député national qui n'est plus du tout à présenter. Il est membre de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale. Il est également membre du parti cher à Jean-Pierre Bemba. Il s'agit du MLC. Nous recevons pour vous sur ce plateau l'honorable Jean-Jacques Mamba. Avec lui, nous revenons sur la situation électorale en République démocratique du Congo ainsi que sa campagne. Je vous prie de suivre. Mesdames et messieurs, je le disais tout à l'heure, nous recevons pour vous un honorable député, comme vous avez l'habitude de les appeler, vos élus. Il est habitué des plateaux télé, mais également assez connu, je pense que de vous tous. Il s'appelle Jean-Jacques Mamba. On va l'appeler honorable aujourd'hui. Il est également candidat à la députation nationale et provinciale. Merci et bienvenue sur notre plateau, monsieur Jean-Jacques Mamba. C'est un plaisir. Merci de nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Le Siège. Et la première question que nous voulons poser en ce jour, c'est comment se porte la RDC en général aujourd'hui selon vous? Mais la RDC se relève. On va dire que ce n'est pas un travail facile, parce qu'il y a du chemin à faire. Mais il y a aussi de l'espoir. Et donc nous sommes tous à pied d'œuvre pour que les jours à venir soient des jours meilleurs. Quels sont les points qui font que la RDC se relève, la RDC va bien? Non, elle se relève et c'est un relève qui n'est pas facile. Vous savez, aujourd'hui, il y a des questions essentielles à régler ou à réguler. Ce sont des questions économiques, sociales aussi, mais des questions de planification. Par exemple, la question de la démographie. Il y a des questions de sécurité qui ne sont pas encore réglées. Et donc voilà, je ne pense pas que nous pourrions dire en ce moment qu'elle va très bien, parce qu'il y a une partie de son territoire qui est occupée par des rebelles, on va dire. Et donc, elle a doté à son armée des moyens nécessaires de se défendre. Cette RDC a fait construire sur chaque territoire des bâtiments en matériaux durables, le projet des 145 territoires. Cette RDC a engagé 50 000
nouveaux enseignants a rendu la gratuité de l'enseignement une évidence. C'est cette RDC-là qui se relève. Donc, je parle d'un rêve, je parle d'un projet, je parle d'une trajectoire. Et c'est un chemin qu'il faut suivre de la meilleure des manières, avec beaucoup d'assiduité. Alors, cette émission, elle est tournée vers l'actualité parlementaire essentiellement. On va y revenir avant de parler de la campagne. Vous êtes député pour cette législature dans le cadre du MLC. J'aimerais, en toute objectivité, que vous puissiez nous donner les points forts de cette législature au Parlement. Oh, je n'aimerais pas me livrer à cet exercice parce qu'au fait, il y a beaucoup de subjectivité dans ce type d'appréciation. Ce que je peux considérer comme étant un point fort, certains gens peuvent le considérer comme étant un point faible. Mais selon votre regard, il y a quand même des points forts. Il y a une mission qu'il fallait remplir et nous avons légiféré pour plus ou moins 160 propositions, je crois, si je ne m'abuse. Les statistiques sont là, donc le travail parlementaire a été fait. On a apporté beaucoup de lumière et beaucoup d'homologation, d'harmonisation avec des textes internationaux. On a ratifié beaucoup de projets. On a essayé de pousser via la Commission économique et financière le budget le plus haut possible. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont bien passées, on va dire comme ça, mais aussi il y a la réalité qui nous a rattrapés. La réalité, c'est la guerre qui ne finit pas. La réalité, c'est le taux d'échange qui plombe. La réalité, c'est l'insécurité qui bat son... Vous avez continué à proroger l'état de siège incessamment. Ça devenait une routine quand même. Oui, mais parce que la loi l'exige et c'est une solution idoine par rapport à ce qui prévaut à l'est du pays. Donc je pense que c'est avant l'état de guerre, c'est l'état de siège. Donc ça nous a quand même permis de contrôler la situation pour empêcher nos ennemis de prendre la ville de Goma, qui est une ville très stratégique, et celle de Bukavu. Nous avons prorogé il y a 3 jours encore, parce que c'est notre responsabilité en tant que député, et la loi exige effectivement que pour gérer un état de siège, il faut l'autorisation du Parlement. Donc nous faisons notre travail en connaissance de cause. Pourquoi la population en général qui vous a élu ne ressent pas l'impact des lois votées directement? Nous avons reçu plusieurs personnalités qui ont dit que les lois qui sont votées finalement à l'Assemblée nationale ne sont des lois qui ne répondent pas directement aux attentes de la population. Bon, vous savez, nous avons un arsenal juridique assez impressionnant, donc il y a beaucoup de lois. Et la majorité d'entre elles, ou quelques-unes d'entre elles, on va dire ça comme ça, souffrent d'un problème d'application. Ça, c'est une vérité. Maintenant, lorsque la population vous parle du fait qu'elle ne sente pas l'impact des propositions de loi, du contrôle parlementaire sur leur vie, je peux le comprendre, mais aussi je peux relativiser en disant qu'elles ont la mauvaise lecture. Lorsque il y a une loi qu'on appelle la loi des finances, qui est traitée au niveau de l'économie, de la Commission économique et financière, qui traite de l'augmentation du train de vie de l'État, on va dire comme ça, qui décide de l'augmentation du salaire des enseignants, des médecins, comme ça a été le cas ces 2 dernières années, des policiers, des militaires, qui dégage les moyens supplémentaires pour engager de nouveaux professeurs, qui dégage les moyens supplémentaires pour construire de nouvelles écoles, qui dégage des moyens pour payer ces professeurs, qui assurent la gratuité de l'enseignement. Vous savez, c'est un peu normal, même dans les pays très très développés, les gens se plaignent toujours. Maintenant, il faut voir d'où nous venons et avoir l'attitude ou voilà, la simplicité d'apprécier ce qui est fait. Mais aller dans Pourquoi il n'y a pas eu de loi directe sur, par exemple, l'exonération des produits de première nécessité, par exemple le maïs et le riz? Pourquoi il n'y a pas eu ce genre de loi? Non, on ne peut pas avoir une loi. D'abord, il faut savoir que la plupart de ces produits sont importés. L'exonération, lorsqu'on parle d'exonération, on parle d'un manque à gagner. Et la plupart des dépenses faites par un gouvernement proviennent finalement des recettes faites par ce même gouvernement, notamment au travers de ces régies que sont la DGI pour les impôts et pour les taxes et autres redevances, c'est la DGRAD. Donc, dès lors que vous entrez dans un mécanisme d'exonération massif pour des biens de première nécessité alors que ces biens sont importés, les premiers bénéficiaires, ce n'est pas la population, mais ce sera les importateurs. Donc d'une part, vous perdez de l'argent et vous ne pouvez pas assurer le service public. Et d'autre part, vous enrichissez des investisseurs qui, eux, des commerçants, ne vous donneront jamais la garantie qu'ils vendront au plus bas parce que vous avez exonéré le maïs. Parce qu'il y a aussi un problème de la loi de marché. Vous pouvez exonérer, mais si la quantité est faible, il y aura toujours de la surenchère et les prix ne se stabiliseront pas.
Donc, il y a des secteurs pour lesquels on peut exonérer, mais il y a des équilibres qu'il faut maintenir pour permettre à l'État de continuer à fonctionner. Parce que lorsque vous exonérez, ce sont des millions que vous perdez. Et en même temps, nous avons besoin de ces millions pour les hôpitaux. Nous avons besoin de ces millions pour l'armée. Nous avons besoin de ces millions pour payer les fonctionnaires. Donc il y a quand même des équilibres. Ce n'est pas du tic au tac. Et en plus, l'exonération, ça ne se passe pas par une loi comme ça au Parlement. C'est au niveau c'est une politique gouvernementale qui doit être validée par la Commission économique et financière dont je fais partie. Mais on apprécie. Et ça ne se fait pas comme ça, par un coup de tête. Voilà, on exonère le poisson, on exonère le maïs, on exonère le... Vous venez de dire un truc très important, vous l'avez dit précédemment. Finalement, il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Nous allons donc revenir à la mission de l'Assemblée nationale ou des parlementaires, le contrôle parlementaire. Nous pensons et nous estimons, et selon ce qui a été dit, que ça n'a pas été fait correctement, à part peut-être le ministre de l'économie qui était tombé, et puis un tout petit peu le DG de la SNEL qui est revenu aux affaires après. Mais finalement, pourquoi voter des lois qui ne sont pas appliquées? Bon, le contrôle parlementaire est défaillant. Je peux convenir avec vous qu'il y a eu beaucoup de failles à ce niveau-là. Et il n'y a pas que le contrôle parlementaire, mais aussi la justice qui a été défaillante. Parce que des fois, il y a eu des mécanismes de sanctions qui ne sont pas passés par le contrôle parlementaire, mais directement à travers l'IGF par la justice. Et on a remarqué que la plupart des personnes qui ont été arrêtées ont été libérées. Ce qui frustre, parce qu'elles ont été accusées de détournement, ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a une forme de responsabilité collective, chacun à son niveau. Le contrôle parlementaire vise à rationaliser la gestion de la chose publique ou des deniers publics. Et il y a eu beaucoup de contrôles qui ont été faits, mais bon, le ministre de l'économie est un exemple. Il y a eu plusieurs directeurs généraux qui ont été interpellés. Ces travaux se sont faits en commission. Se sont faits en commission. Parce qu'au fait, le contrôle parlementaire peut se faire en plénière, comme aussi on peut inviter le mandataire en commission. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été réglées en commission aussi. Alors, l'émission Le Siège est également une émission assez pédagogique. Vous adressez également aux futurs électeurs. Je pense qu'il est de votre devoir de nous dire exactement, vous avez été à l'initiative de combien de démarches parlementaires ou lesquelles? Oh, plusieurs, mais bon, je ne vais pas les citer de manière exhaustive. Je prendrai la plus emblématique, qui est la loi électorale. Je suis co-rédacteur de la proposition de loi modifiant la loi électorale. Et puis, il y a bien un nombre de propositions de contrôle que j'ai effectuées ces dernières années. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais bien sûr, on devrait quand même savoir, je pense. J'ai ouï dire que votre émission faisait 30 minutes. Donc, si je dois prendre 5-6 minutes pour ça... On aura tout le temps. 5 minutes, ça va nous suffire. Il y a la proposition de loi modifiant le Code civil, notamment l'article 127 en ce qui concerne les saisies. Il y a la modification de la loi portant organisation de la profession de Wissaria. Il y a une proposition dans la loi sur l'urbanisme, l'ordre des urbanistes. Il y a des contrôles parlementaires dans le cadre des 100 jours. Toutes ces lois ont été votées, elles sont passées? Elles ont été reçues. Après, on a des législations, comment on appelle ça? On a des retards parlementaires, parce que le calendrier a été bousculé. Et comme nous sommes en campagne, toutes ces lois-là ont été reçues. Et donc, la procédure parlementaire va continuer. Il y a encore cet autre problème. Pourquoi toutes les lois proposées ne sont pas débattues et votées? Pourquoi elles ne sont pas toutes alignées? Par exemple, en ce qui me concerne, ma loi a été débattue, elle a été reçue. Après, il y a des lois qui n'ont pas respecté la forme, qui n'ont pas respecté la procédure, ou dont l'opportunité a été appréciée par les députés qui en ont jugé la non-pertinence. Mais voilà, donc il y a plusieurs raisons. Et puis il y a des contrôles parlementaires qui avortent, donc qui échouent parce que le bureau estime qu'ils sont mal orientés. Savez-vous, dans notre procédure, il y a le bureau d'études. Donc quelqu'un peut venir avec une proposition de loi, elle passe par le bureau d'études. Et le bureau d'études vérifie la conformité à la Constitution. Il vérifie la légistique dans la manière dont c'est écrit, et puis il en vérifie aussi la pertinence. Donc s'il donne un avis qui est défavorable, la procédure s'arrête. On va continuer de reparler de vous. À un moment, vous avez eu des problèmes avec la justice. Il s'agissait de quoi exactement? Oh, c'était une accusation mensongère. Mensongère? Bien sûr. La justice ne peut pas quand même inventer. La présomption d'innocence existe, et donc j'ai suivi mon procès. Et il a été établi dans l'arrêt qui a été rendu que j'étais totalement innocent. Il s'agissait de quoi exactement? Et je vous explique. Voilà.
J'ai eu un malentendu avec un collègue qui était membre du bureau, l'honorable Kabound, pour qui j'envoie des pensées pieuses parce qu'il est en difficulté. Et ce malentendu a conduit à ce que j'initie une procédure d'échéance. Et donc, pendant cette procédure de déchéance, j'ai collecté un nombre de signatures. Et il y a un monsieur qui est venu, qui était suppléant, monsieur Simon, qui délibérément a voulu amener sa signature. Et comme il ne savait pas qui détenait les listes, il est parti chercher un autre collègue qui est un pasteur pour lui dire, écoute, moi j'ai envie de signer. Et le pasteur était de son parti. Ils sont allés à deux, mais le pasteur dit, moi je ne signe pas. Il dit, moi je dois signer. Donc il signe. Et en signant, il dépose même sa carte de visite. Et donc, à partir d'un moment, quand je dépose mon document, il allègue que lui, on a falsifié sa signature. Il va à la cour de cassation, il dit, moi, je n'ai pas signé tout ça. Et comme c'est une infraction, le fond en écriture est une infraction, donc on m'arrête en flagrance. Mais bon, le but de la manœuvre, c'était juste que la pétition ou que la motion ne passe pas. Comme c'est moi qui devais la présenter, donc on m'a arrêté un samedi pour qu'elle ne passe pas, pour que je ne la présente pas et qu'elle tombe. Bon, on m'a arrêté et puis voilà, je suis allé devant les juges, j'ai demandé à avoir des avocats parce que je n'en avais pas. Et il se fait qu'il y a une commission parlementaire qui a entendu le député et qui a entendu la personne qui l'avait accompagné. Et la personne a établi que oui, j'étais avec lui et tout ça, mais le député a refusé d'aller à la commission, celui qui avait accusé, parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Donc il a commencé à appeler l'autre, et heureusement pour moi que c'était un pasteur. Il dit au pasteur, mais écoute pasteur, si on te pose la question, dis simplement que je n'avais pas signé, il y aura des postes et des choses comme ça. Donc le pasteur a refusé, et le pasteur l'a enregistré. Et donc il a amené l'enregistrement en commission. Il dit d'ailleurs, il m'a appelé hier pour m'intimider et tout ça, mais bref. Et puis on a fait le procès. Et durant tout le procès, il n'est jamais venu, ce garçon. Parce qu'il ne voulait pas être confronté à la vérité, parce qu'il y avait un témoin. Donc le pasteur est venu, il a expliqué au juge que non, moi j'étais là, je l'ai accompagné moi-même. Il a signé par ses propres mains, et puis les juges ont clôturé le dossier. Et c'est tout. C'est très rare d'avoir vu un député pendant cette législature confronté à la justice. Mais je suis justiciable, donc nul n'est Vos immunités étaient levées, non, en on cas l'a de flagrance, non, on n'a pas levé les immunités. Elle ne s'oppose pas en cas de flagrance, c'est-à-dire elle ne compte pas. On n'en tient pas compte quand il y a flagrance. Donc si vous tuez quelqu'un maintenant, il y a un cas de flagrance, on vous arrête. Puisque vous en parlez, quel est votre regard sur la situation finalement aujourd'hui de Jean-Marc Kabound, qui est en prison? Mais je suis peiné de le voir en prison. En tout cas, ce n'était pas mon souhait. Après, bon, je ne vais pas commenter. Je trouve quand même que la sanction était anormalement sévère, parce que c'est un crime de parole. Il n'a tué personne. Il a dit des choses qui sont foncièrement fausses. Il a calomnié, il a comment on dit, propagé des faux bruits. Mais 7 ans, pour moi, c'est beaucoup pour un crime de parole. Parce que ce n'est que la parole. Je veux dire qu'il y a des Koulouna qui tuent avec des machettes, qui font n'importe quoi, qui ne sont même pas incarcérés. Ils font 2 jours et puis ils partent. Et pour quelqu'un qui n'a utilisé que sa bouche pour dire des choses qui sont inexactes, et des choses qui sont offensantes, ça je le reconnais, j'estime pour ma part que c'est une sanction sévère. Après, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas dire que le travail était mal fait, mais je peux au moins apprécier la sévérité de la peine. Vous êtes toujours membre du MLC. Comment se porte le MLC aujourd'hui? Mais c'est un parti qui tient la route depuis plus de 20 ans. Vous êtes sûr? Bien sûr, parce que le parti existe. Il a présenté. C'est le premier parti en termes de présentation de candidatures. 493 candidatures. C'est le parti numéro 1 qui a présenté le plus de candidats. Donc c'est un parti qui a déjà plus de 20 ans, qui a certainement de l'avenir. Et voilà, le président est là, il est en fonction, il est responsable de la défense, du ministère de la Défense. Et puis voilà, nous avons en charge le ministère de l'Environnement aussi. Et voilà, pour moi, je crois que c'est un parti qui a de l'avenir, c'est un parti qui est bien portant. Si vous avez des questions, je répondrai. Pourquoi finalement le MLC ou Jean-Pierre Bemba continue de soutenir Félix Tshisekedi? Mais c'est un choix, c'est une option qui était prise. Sur base de quoi? Mais sur base du fait qu'il était quand même temps, après 18 années de gestion de M. Kabila, le président sortant, le MLC a fait le choix de soutenir la famille politique du président Tshisekedi. Il n'y avait pas beaucoup d'options.
Et donc faire l'opposition peut-être avec M. Kabila ne nous aurait pas convenu. Donc nous avons eu une certaine lecture de la volonté qui était dans le chef du président Tshisekedi de par le parcours de son parti. Et le président Bemba a jugé opportun d'accompagner ces efforts-là au lieu de rester voir le pays sombrer. Mais pourquoi le président Bemba lui-même ne s'est pas proposé en tant que candidat président de la République? Je pense que c'est ce que tout le monde attendait finalement. Vous savez, l'ambition d'être candidat président de la République, c'est une ambition personnelle. Il n'avait pas l'ambition de le faire en 2023. Le MLC réuni en congrès ne pouvait pas non plus désigner un autre candidat? J'étais à ce congrès, les représentants n'ont pas pris cette option. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas le forcer d'être candidat s'il ne veut pas l'être. Il n'y en avait pas un autre dans le parti? Qui avait besoin d'être candidat? Oui. Je n'ai pas eu cette information. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'était manifesté, il allait présenter sa candidature. Donc, tout le MLC, il n'y a personne qui estimait qu'il pouvait être candidat président de la République? En 2023, c'est ce que j'ai pu observer, qu'il n'y avait personne d'autre et que le président lui-même a préféré soutenir le président Tshisekedi. Pourquoi vous n'avez pas voulu postuler en tant que candidat président de la République? Pour l'instant, je n'ai pas ça en tête. Je n'en ai pas les moyens. Pour l'instant, je dis bien, je n'ai pas ça en tête. Et donc, voilà, moi, en fait, tout ce qui est... Je n'aime pas la caricature. Tous ceux qui se présentent à une élection présidentielle pour faire valoir, qui n'ont pas l'ambition de faire la campagne, qui n'ont pas l'ambition et le rêve de devenir président, mais qui veulent avoir une certaine posture, comme ancien candidat à la présidentielle, avoir 25 policiers et faire la campagne juste à Kitambo, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc le jour que vous entendrez que Jean-Jacques Mambé est candidat à la présidentielle, ça sera pour gagner. Mais je ne dis pas que je vais gagner, mais je serai dans une posture de quelqu'un qui va aux élections pour gagner et pas quelqu'un qui va aux élections pour figurer. Et pour gagner une élection, il faut beaucoup de moyens, non seulement humains, mais financiers. Et à ce que je sache, je n'en ai pas, pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ce processus électoral est crédible? Il est émaillé de plusieurs contestations. Il suscite plusieurs inquiétudes, même le président de la République en a parlé. Il y a beaucoup de choses qui ne nous mettent pas à l'aise. L'histoire de la révision du fichier électoral, l'histoire des cartes qui s'effacent, toutes ces choses suscitent des inquiétudes. Maintenant, nous avons un impératif. Les opposants ont dit qu'ils ne connaissent pas le nombre exact des électeurs. Bon, ça, c'est une rhétorique que je connais depuis 2006, avec Malou Malou, avec Ngoye Mulunda, avec Nanga. Mais ce n'est pas encouragé. Non, je ne suis pas en train de dire que j'encourage, mais je dis simplement que c'est des choses que nous connaissons et qu'in fine, on ne se mettra jamais d'accord. Dans toute l'Afrique, on conteste les résultats des élections organisées par les commissions électorales nationales indépendantes. On les considère comme inféodés au pouvoir en place. Et il est peut-être temps que les Congolais et que les Africains s'approprient leurs processus électoraux. Ça veut dire qu'ils doivent veiller de bout en bout à ce que ce processus soit correct. Et notamment, le jour du vote, veiller à ce que les résultats soient certifiés et que ces résultats restent intacts. Il y a certains candidats qui ont dit qu'ils ne prendront en compte que les résultats qui viennent de l'Église ou de leurs témoins et pas de la CENI. Ça prépare finalement l'après, comme toujours, après lorsqu'on donnera les résultats, qu'il y ait encore contestation. Écoutez, c'est une option, mais malheureusement, elle n'est pas opposable à tous. Les résultats de l'Église ne vous installent pas comme président de la République. Parce que l'Église n'est pas une institution officielle. Si elle se présente comme une organisation qui va superviser l'observation, elle donnera un avis, elle donnera des résultats, mais qui ne sont pas opposables légalement. Donc l'Église en 2018 avait donné ses résultats. Les observateurs avaient fait leurs commentaires, mais nous avons des institutions que sont la CENI et la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là que ça devient opposable parce que ce sont des institutions légales. Donc, je comprends bien la position de ce candidat. Je crois que c'est Délice Sanga. Exactement. Et bien d'autres aussi qui le pensent. Moi, mon vœu est que finalement, on désapproprie le processus de la CENI elle-même et que les Congolais restent très vigilants jusqu'à la fermeture de tous les bureaux et garantissent le scrutin. C'est ce qui me paraît le plus important. Une certaine opinion pense que les élections seront reportées. Vous pensez que les élections seront reportées ou qu'elles seraient reportées ou que c'est la bonne solution à ce stade? J'ai posé la question 3 fois au président Kadima. Il m'a dit qu'il était prêt pour le 20 décembre.
Tous les kits électoraux ne sont pas encore arrivés. C'est lui l'organisateur. Et le 20 décembre, c'est dans moins de 18 jours à ce moment où on est en train de parler. Je lui en voudrais de nous avoir laissé gaspiller le temps et l'énergie et les moyens. Exactement. Il savait qu'il n'y aurait pas élection. Donc je ne pense pas qu'il prendrait lui-même ce risque d'avoir toute la classe politique sur son dos. Donc s'il nous dit qu'il y aurait élection, on ira aux élections. Vous êtes sûr? Il n'y a que lui qui peut être sûr, pas moi. Mais au regard de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ma certitude ou mon incertitude ne va pas influencer le processus. Ce qui va influencer le processus, c'est son travail, c'est ce que lui va faire. Et si lui vous dit qu'il y aurait élection, mais attendez qu'il réponde à cette obligation électorale constitutionnelle au 20. Vous êtes en campagne. Quelles seraient, selon vous, les raisons pour lesquelles vos électeurs vous devrez vous revoter encore? Il n'y a pas de devoir à me revoter. C'est une prétention, c'est une sollicitation. Et les électeurs restent libres. Nous estimons pour notre part que nous sommes tout à fait disponibles, comme nous l'avons été durant ces dernières années, à défendre la cause des faibles, à être toujours sur la scène politique et même en dehors des institutions, parce que nous l'avions fait pendant au moins 15 ans en dehors des institutions, parce que nous aimons le pays, parce que nous en sommes passionnés. Nous avons une passion pour le Congo qui est sans mesure, et donc aujourd'hui, nous avons 984 candidats dans ma circonscription. J'aimerais bien figurer parmi les 14 élus, mais je sais que bon nombre d'entre eux, s'ils ne sont pas élus, ils vont arrêter la politique parce qu'ils ne le font que par opportunité. Aujourd'hui, il y a encore plusieurs jeunes qui ne clament que par le renouvellement de la classe politique, qu'il s'agit pour eux, c'est de rajeunir, et c'est les jeunes, les moins de 30 ans, 35 ans, qui sont en train de postuler. Je suis très d'accord avec eux. Et puis c'est très bien parce que Lumumba, il n'avait que 35 ans. Mobutu a pris le pouvoir très jeune. Le problème, ce n'est pas simplement le renouvellement, mais quelle qualité de jeunes avons-nous aujourd'hui? Est-ce que nous devons vivre dans une société où on va considérer qu'il y a des gens qu'on doit bannir parce qu'il y a des gens qui seraient mieux? Et puis les jeunes, c'est quelle catégorie? Ça s'arrête à quel âge? Qui sont les 35 ans. La jeunesse s'arrête à 35 ans. Ben voilà, donc quelqu'un qui entre 35 et 36 ans, dès qu'il aura ses 36 ans, on va le considérer comme un vieux. Moi, j'ai 48, donc pour moi, c'est un jeune. Je veux dire que ce sont des questions transversales et très relatives et subjectives. Le problème, c'est la probité, le savoir-faire et les capacités à faire. C'est vrai qu'au-delà de certains âges, on perd beaucoup de facultés, mais la politique dans tous les pays, jusqu'à 70 ans, on est toujours actif et on peut faire des choses intéressantes. C'est vrai que Joe Biden, il oublie un peu tout, bon, un peu trop vieux. Mais voilà, je crois que la politique, ça demande aussi beaucoup de maturité. On a vu la France de Macron et tout le monde regrette. Mais voilà le renouvellement de la classe politique. On a donné la France à Macron et c'est un désastre. Mais finalement, il en va de la responsabilité des partis politiques d'encadrer la jeunesse. Parce qu'apparemment, les jeunes sont plus forts simplement lorsqu'ils sont dans les mouvements associatifs, en tant qu'activistes, et non comme des bons politiciens, politiques. Non, moi, je ne fais pas ce débat générationnel. Moi, je suis passé par là aussi. Ça veut dire que j'étais dans un parti, d'ailleurs porte-parole, pendant 5 ans. Et puis j'ai démissionné parce que je considérais que ça ne correspondait plus à mon âge. Voilà, ça ne me convenait plus, j'ai démissionné. Et j'ai dit, mais Monsieur le Président, il faudrait qu'il y ait des jeunes qui viennent, qui prennent la relève. Mais jusque-là, je n'ai vu personne le faire. Je n'ai pas vu un jeune qui pouvait faire le travail que Yves Kissombe a fait, le travail que Germain Kambing a fait. Je n'en ai pas vu qui ont pris les devants. Donc, est-ce que c'est les jeunes eux-mêmes qui doivent venir ou bien c'est le président ou tout le monde qui décèle finalement? Non, lorsque vous avez un talent, nous avons des chaînes de télévision, en tout cas CCTV, CKTV, lorsqu'il y a un jeune qui est du parti, les chaînes sont ouvertes, il s'exprime. Au fur et à mesure qu'il s'exprime, les échos arriveront et on va lui proposer des responsabilités. Mais ça n'a pas été le cas. Pas parce que les jeunes ne sont pas capables, mais c'est comme pour vous dire, la jeunesse n'est pas... Être jeune, ce n'est pas une... allez, on va dire, de manière précise, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a les portes ouvertes et qu'on sait tout faire. Ce n'est pas parce qu'on est jeune ou parce qu'on a plus d'énergie ou qu'on est moins âgé qu'on est forcément bon et qu'on va forcément apporter bien parce que le MLC n'a pas de jeunes. Il n'y a que des vieux, des grandes personnalités, mais il n'y a pas de jeunes. Mon premier suppléant est le président de la Ligue des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes au MLC. Mais je veux simplement dire qu'il y a, pour avoir la dextérité de faire certaines choses, il faut avoir et les dispositions, et le talent, et le savoir-faire. Et généralement, il y a certains savoir-faire qu'on n'a pas quand on est jeune.
Et donc, quand vous prenez la différence entre Macron, Chirac, Hollande et tout ça, vous comprenez bien que la jeunesse n'aide pas beaucoup. Donc, dans certains cas, on a besoin d'être un peu plus âgé, on a besoin d'avoir plus d'expérience pour gérer certaines situations. Mais ici, c'est un cri d'alarme parce qu'on se dit que bon, tous les vieux n'ont rien fait, on va dire ça comme ça, et que maintenant on doit renouveler la classe politique. Exactement. Parce qu'avec nous, les jeunes, ça va marcher. Bon, je ne suis pas dans ce conflit générationnel. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont très très valables, très intelligents, qui peuvent faire des grandes choses, mais ils auront quand même besoin des vieux, parce que je considère qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas faire. Très bien, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. On va prendre une virgule sur les femmes, parce qu'il est très important aujourd'hui avec la dynamique du président de la République qui soutient les femmes, qui soutient la gente féminine. Vos collègues femmes à l'Assemblée nationale ont-elles été efficaces finalement, selon vous, selon votre regard personnel? Nous avons une éthique qui nous oblige ou qui nous impose le respect mutuel. Donc je serais très mal à l'aise de faire une évaluation des collègues alors que ce sont des collègues. Donc je ne peux pas dire... Et forcément, si ce sont des femmes... Qui se sont démarquées dans le travail. Femmes ou hommes, je vais simplement vous dire qu'elles ont été toutes valables, elles ont été toutes compétentes, elles ont été toutes assidues, elles ont été toutes... Vous ne voulez pas donner l'exemple d'une parmi elles? Non, j'en connais plusieurs. Il y a Colette Chomba, il y a Henriette Ouamou, c'est les plus connus en tout cas. Oui. Mais j'en ai rencontré bien d'autres. Il y a... l'honorable, j'ai oublié, c'est l'honorable Pembe, je crois. C'est une collègue. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs avec qui je travaille à l'Ecofin, par exemple. Madame, celle qui était la ministre du portefeuille. Il y a Madame Abunda aussi, qui était une brave femme, qui a quand même dirigé le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire, c'est dans le cadre du féminisme que des fois, j'ai l'impression que les femmes aiment une chose et leur contraire. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en même temps, elles veulent être considérées comme des humains tout court, autant capables que les hommes, mais en même temps, elles créent des associations pour se défendre. Pour moi, ça, j'ai jamais compris. Donc là, quand vous me dites les femmes, non, les députés en général, hein, les collègues, femmes, hommes, pour moi, c'est les députés. Alors, mais puisque... je pense qu'il y avait cette virgule dans la loi électorale qui disait que les partis politiques qui présenteraient un nombre de femmes à la moitié ne paieront pas la caution comme tout le monde. Voilà pourquoi il faudrait qu'on se mette à examiner le travail des femmes à l'Assemblée nationale. Bon, d'abord, c'est resté ouvert, mais il y a très peu de partis qui ont réussi à le faire. Pas parce que les femmes sont incapables, mais parce que toutes les femmes ne sont pas intéressées. Bien parce qu'il n'y a pas de femmes qui aiment la politique. Les femmes ne sont pas intéressées par la politique. Et puis, il faut savoir une chose. Moi, je respecte beaucoup les femmes et je ne suis pas condescendant, mais chacun doit faire son job. Quand je dis chacun doit faire son job, ça veut dire que nous avons tous des dispositions différentes. Même la constitution de notre cerveau l'indique qu'il y a des choses qui sont faciles pour les hommes et d'autres qui le sont moins et qui sont beaucoup plus faciles pour les femmes. Par exemple, la représentation spatiale, lorsque vous demandez à une femme qui conduit de faire la marche arrière, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme que pour un homme. Mais ça, on sait le voir scientifiquement à partir de son cerveau. Et autant on peut dire aussi que la femme, c'est celle qui a les détails, le sens du détail. Un homme peut arriver dans une maison, on a bougé quelque chose, il ne va pas le remarquer, mais une femme, quand elle arrive, elle voit directement qu'il y a quelque chose qui a bougé. Donc nous avons des dispositions différentes et il faut qu'on accepte ces différences-là. Ne pas accepter ces différences au nom du féminisme, c'est compliqué. On a formé des commandos femmes. Le président de la République avait dit que peut-être prochainement la première ministre, ça sera une femme. Une anecdote, il y a eu des commandos, on forme des gens aux États-Unis, toutes les épreuves, les femmes les passent, et puis on jette un cobra là quelque part, la femme quand elle voit, elle crie « Ah !» et les hommes n'ont pas crié. Pourquoi? Parce que c'est des dispositions génétiques. Et donc l'émancipation de la femme, la masculinité positive et tous ces concepts ne font que rappeler ces différences. Et donc moi, avec tout le respect que je dois aux femmes, je sais qu'elles ont la capacité d'aller au travail, de venir préparer pour leur mari, de faire le devoir des enfants, d'allaiter s'il faut allaiter, de se réveiller à 3 heures en train d'allaiter, alors que les hommes, on n'a pas cette force-là. Très bien, nous sommes vraiment à la fin. Vous êtes candidat. Quel serait votre mot de la fin aujourd'hui? Écoutez, nous sommes en campagne électorale. Nous avons fait ce que nous avons pu, avec toutes les limites et contraintes du travail.
nous restons disposés et nous essayons de convaincre la majorité des électeurs, ceux qui nous ont élus, de nous refaire confiance parce que nous estimons que nous avons encore à donner. Bonne chance à tous les jeunes qui viennent, bonne chance à tous les amis candidats et j'espère que nous aurons un Parlement meilleur que celui de la législature passée. Honorable Jean-Jacques Mwamba, merci d'être parti sur notre plateau. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est avec une joie immense que j'ai eu à vous présenter cette émission Le Siège. Nous avons reçu pour vous l'honorable Jean-Jacques Mwamba qui est en campagne et qui est candidat à la circonscription de Lukunga. Nous espérons, mon équipe et moi, qu'elle vous aura plu et que vous serez informés. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir. J'aimerais dire merci à ces studios qui nous a accueillis pour cette émission et à vous tous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis au durant de cette année, semaine après semaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité et avec le même plaisir. À très vite sur le même canal de diffusion.